traitement donc avec les antimigraineux, traitement de la migraine, ou ce qu'on appelle donc dans notre jargon marocain, shqiqa. Alors voici le plan que nous allons adopter. Donc après une vue générale sur la physiopathologie, on passera en revue les 4 grandes familles thérapeutiques utilisées dans le traitement de la migraine. On commencera par définir la migraine selon donc cette société, c'est l'International Headache Society, donc c'est la société internationale mot de tête en quelque sorte. Donc elle est définie comme une céphalalgie qui dure entre 4 et 72 heures avec au moins 2 caractéristiques suivantes. En plus de la douleur unilatérale pulsatile aggravée par l'activité physique de routine et une intensité modérée à sévère. En plus, il doit y avoir un des symptômes associés, soit des nausées, des vomissements, soit des photophobies ou des phonophobies, donc soit des problèmes visuels ou bien auditifs. On parle beaucoup de cette phase d'aura, puisque un cas sur 4 s'accompagne de cette phase d'aura. La phase d'aura, bon, avant on l'appelait la migraine ophtalmique, c'est des manifestations neurologiques focalisées qui précèdent ou qui accompagnent ces problèmes de céphalée. C'est un peu plus présent chez la femme que chez les hommes. La physiopathologie de la migraine elle est relativement complexe, puisqu'on peut avoir une origine vasculaire avec une vasoconstriction au niveau intracrânien, peut avoir une origine neurologique avec un déséquilibre au niveau des neuromédiateurs, surtout la sérotonine, et une origine donc au niveau du trégiment avec une stimulation de cette partie du cerveau. L'origine vasculaire donc va entraîner une souffrance cérébrale et donc avec une vasodilatation intracrânienne, les problèmes au niveau du trégiment, production de neurotransmetteurs inflammatoires, encéphaline, prostaglandine, qui sont hyperalgiques. Et tout ça, donc, les 3 origines vont entraîner ce problème de migraine et cette céphalée un petit peu handicapant. Les facteurs déclenchants de la migraine sont très divers. Il y a des facteurs psychologiques, le stress comme toujours, des facteurs environnementaux, le tabac, l'odeur forte, les bruits intenses. Il y a des médicaments qui peuvent engendrer la migraine, comme la cimétidine qui est un anti-H2, anti-ulcéreux, les contraceptifs oraux et leurs dérivés et quelques autres produits. Il y a des facteurs alimentaires, l'alcool malheureusement est toujours présent, des aliments contenant la théramine, des additifs alimentaires, des facteurs hormonaux chez la femme, beaucoup plus, et un style de vie avec un excès de manque de sommeil, de fatigue. Comme quoi, donc, il y a une certaine variété de facteurs déclenchants pour ce type. Le traitement de la migraine se base sur 2 catégories de médicaments. Il y a la première catégorie qui sont les médicaments de la crise, la deuxième c'est les traitements de fond. Et puis, on n'insistera jamais sur le fait que les mécanismes intimes de la migraine restent encore inconnus jusqu'à ce jour. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de théories plus que des vraies connaissances intimes de ce mécanisme d'action, aussi bien de la migraine d'ailleurs que du traitement lui. Alors, les produits qui existent, on a dit qu'il y a des médicaments de la crise. Tout d'abord, on commence toujours par les antalgiques, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, puisque ça lutte contre la douleur et des réactions inflammatoires. Il y a aussi les agonistes des récepteurs sérotoninergiques, la sous-famille 1B-D, qu'on appelle les triptans, et donc déterminent une vasoconstriction des artères ménagées et cérébrales, anormalement dilatées par les phénomènes qui ont conduit à la céphalée. C'est-à-dire que là, donc, cette dilatation, elle est plus ou moins contrée par les triptans. Les dérivés ergotés, qui viennent de l'ergot de Segel, qui sont à la fois des agonistes des récepteurs alpha et des récepteurs de la sérotonine. Ce qu'on utilise aujourd'hui, c'est la tartrate d'ergotamine, qu'on verra ça en détail par la suite. Voici un petit peu ces différentes classes et les différentes dénominations communes internationales. Pour les antalgiques, bon, il y a surtout l'aspirine et quelques anti-inflammatoires non stéroïdiens. Pour les dérivés ergotés, on a la tartrate d'ergotamine, la DHE, la ergotamine. Quant au triptan,
Voilà, c'est des produits. Donc, le chef de file, c'est le sumatriptan, qui a été commercialisé en 92. Ensuite, d'autres produits sont arrivés par la suite. Les produits qui existent, là aussi, donc pour le traitement de fond, après avoir vu le traitement de la crise. Donc, c'est des produits qui sont réservés pour des malades où la fréquence est relativement importante et qui devient malheureusement invalidante. Le but de ce traitement de fond, c'est de diminuer la fréquence de crise et diminuer la sévérité de crise, diminuer la durée de la crise et encore améliorer, bien sûr, la réponse au traitement. Leurs effets n'est pas immédiat et demandent environ 2 mois pour que ça soit efficace. Bon, l'efficacité, on admet que bon, leur efficacité, c'est diminuer au moins 50% de la fréquence des crises et donc de l'importance de la tenue par le patient d'un agenda des crises pour un petit peu aider son médecin traitant. En dehors des cas particuliers, le traitement peut être poursuivi jusqu'à 1 an et l'arrêt doit être progressif. Bien sûr, il peut être repris si la fréquence augmente à nouveau. Toujours dans les médicaments, le traitement de fond, la démonstration de l'efficacité de la plupart des médicaments reste, voilà, on insistera sur ça, puisque c'est surtout le hasard qui a plus ou moins conduit à ce type de constatation due à l'efficacité de telle ou telle famille. Il n'y a vraiment aucun point commun qui permet de comprendre le mécanisme d'action. Qui permet certains médicaments efficacement pas d'AMM, c'est-à-dire que mais dans cette indication de la migraine, et la plupart n'ont pas été évalués dans les études thérapeutiques d'une façon rigoureuse. En conséquence, donc, on peut les classer. On va avoir un tableau suivant qui classe ces médicaments en fonction de leur mécanisme d'action. Les différentes molécules peuvent être donc classées en 3 catégories. Ce sont 3 catégories. Soit on a une efficacité démontrée, soit une efficacité probable, soit une efficacité douteuse. Voilà le tableau. Les produits qui ont l'AMM, comme vous voyez, avec une efficacité démontrée, sont surtout des produits dérivés des bêta-bloquants. Là, c'est un produit utilisé donc contre l'épilepsie. Ici, nous avons l'efficacité probable. C'est un produit antihistaminique, antidopamine, anticholinergique. Et donc, il a un mécanisme d'action basé sur une inhibition calcique. Les 2 autres produits, c'est des produits qui sont plus ou moins spécifiques contre la migraine. Quant à la gabapentin, son efficacité est plutôt douteuse. Alors, le mécanisme d'action, comme on disait au début, il reste vraiment non élucidé. C'est vraiment mystérieux. Mais le mécanisme des médicaments pour le traitement de fond interagit avec le processus qui régule donc le tonus musculaire. Donc, c'est beaucoup plus axé sur le tonus musculaire vasculaire, qui explique plus ou moins leur propriétés anti-migraineuses. Tout simplement en prévenant la vasoconstriction qui semble exister à la phase initiale de la migraine. Il y a un point commun, qu'on peut parler d'un point commun, c'est que la plupart des molécules ont un effet antagoniste sur les récepteurs de la sérotonine, beaucoup plus précisément sur la sous-classe HT2. Alors, tout ça va entraîner bien sûr des effets utiles en clinique. Ce qui nous intéresse en premier lieu, bien sûr, c'est la migraine, puisque c'est des médicaments qui ont un effet symptomatique, puisqu'ils améliorent à des degrés divers les céphalées et surtout les fréquences des épisodes. Il est aussi utilisé pour l'algie vasculaire de la face, les céphalées induites par l'abus chronique des médicaments antalgiques. Parmi le produit qui a démontré le plus d'efficacité, c'est l'amitriptyline. C'est un produit que nous avons déjà vu, mais là, c'est à faible dose dans la famille des antidépresseurs.
Alors, on commence par la première famille qui sont les bêta-bloquants. Les bêta-bloquants, ça, on l'a déjà vu, donc, soit dans les cours de système cardiovasculaire, soit comme traitement de l'hypertension artérielle. C'est un antagoniste compétitif des récepteurs bêta. Il a un effet antimigraineux, donc, parce qu'il est surtout dû à l'absence d'activité bêta-stimulante intrinsèque qui peut expliquer l'effet antimigraineux, bien que d'autres bêta-bloquants qui ont une activité sympathique intrinsèque n'est pas complètement, cette explication n'est pas complètement satisfaisante. Et d'ailleurs, tout au long du traitement, on va voir que les médicaments, il n'y a pas vraiment de mécanisme, ou tout au moins d'explication plausible ou satisfaisante à 100%, mais faute de produits plus efficaces, on est obligé d'utiliser ces produits-là. Surtout que déjà, si on arrive à 50% d'efficacité, c'est déjà pas mal par rapport à rien. Alors, les principales indications, ça déjà, on l'a déjà vu, l'hypertension, la crise angineuse, les troubles de rythme, plus bien sûr, donc les autres indications non cardiovasculaires, c'est surtout ça, c'est les traitements de la migraine et les algies faciales, avec une prise en charge des tremblements et le traitement du glaucome, entre autres. La deuxième famille, ce sont les triptans. Bon, ils ont en commun le noyau indole de la sérotonine. Ce sont donc les agonistes sélectifs de cette sous-classe de sérotonine, la 5-HT1B et la 5-HT1D, qui sont dotés d'une efficacité clinique dans le traitement de la crise. Ils agissent par des mécanismes, donc une vasoconstriction des vaisseaux intracrâniens et une inhibition de libération de substances algogènes et inflammatoires pour diminuer donc les céphalgies. Tous les produits ont fait la preuve de leur efficacité, bien sûr, au cours des essais cliniques bien conduits, tout au moins par rapport aux autres familles qui n'ont pas suivi le même mode sur les essais cliniques. Ils ont une efficacité céphalomigréneuse et améliorent également les signes associés. Par contre, la migraine ophtalmique ou l'aura reste sans effet avec ces produits. La première triptan commercialisé, c'est le sumatriptan en 1990, et puis d'autres ont été commercialisés avec différentes formes galéniques, que ce soit par voie orale, donc en spray nasal et auto-injectable. Bon, il y a quelques associations déconseillées, surtout avec les inhibiteurs sélectifs de la recapture qu'on a vu donc dans les antidépresseurs. Les principaux effets indésirables des agonistes des récepteurs, il y a des effets généraux, lourde pression, il y a des effets cardiovasculaires, tachycardie, palpitation, des effets au niveau du système nerveux central, surtout la sédation, et des effets qui sont liés au mode d'administration, puisqu'on a vu qu'il y a des produits utilisés par voie nasale, donc ça peut entraîner des irritations, des produits par voie sous-cutanée, des douleurs au niveau du point d'injection. La troisième famille, qui sont les antisérotonines, ils ont un point commun, c'est qu'ils ont une affinité importante avec les récepteurs HT2. Tout à l'heure, on a vu la HT1, B et D, là c'est la HT2. Il y a deux produits qui sont utilisés en première intention, c'est l'oxytorone et la pisotéphéne, qui sont des antidépresseurs tricycliques, comme la métriptyline, qui possèdent des propriétés latérales, bien sûr, des effets indésirables. Donc, tous ces produits-là partagent plus ou moins ces effets indésirables, type sédation, effet hors oxygène. C'est pour ça que ce problème de sédation fait qu'il impose qu'il soit pris pendant la journée. Et donc, le fait qu'ils ont un effet hors oxygène peut entraîner un surpoids. Les produits qui existent, voici, il y a le fumarate d'oxytorone, la pizotifène, la métriptyline, voici un petit peu les spécialités les plus. Les situations à risque ou déconseillées, bien sûr, en raison de leur structure, ça rappelle un petit peu les produits, les antidépresseurs. On a vu les imipraminiques.
Donc, ils se comportent comme des antagonistes des récepteurs muscariniques. Et c'est justement cet effet-là sur les récepteurs muscariniques qui va entraîner des effets secondaires connus au niveau du système nerveux autonome. Et le mécanisme reste inconnu, mais comme on l'a dit, c'est surtout l'action au niveau des récepteurs HT2 de la sérotonine qui est prédominant, qui explique plutôt ça. La pizotéphéne présente des effets, des propriétés antihistaminiques qui peuvent entraîner des effets secondaires. La pizotéphéne, pardon, elle est faiblement anticoénergique. Qui dit faiblement anticoénergique dit donc moins d'effets secondaires, peu d'effets secondaires. Et l'oxytocine est un antagoniste dopaminergique en plus. Alors, c'est des produits, c'est surtout la métriptyline et l'oxytocine sont considérés comme des médicaments de première intention dans le traitement de la crise, alors que les pizotéphénes passent en seconde position. Les posologies restent relativement faibles par rapport à leur utilisation contre la dépression. Et quelle que soit la situation, on doit réévaluer le traitement après 3 à 6 mois. Et puis, si on a 50% d'efficacité, c'est déjà très bien comme critère d'efficacité. La dernière famille sont les dérivés de l'ergot de Segel. C'est vrai que c'est des produits qui sont désormais indiqués que dans le traitement de la crise et non plus dans le traitement du fond. Surtout qu'actuellement, ça n'existe que par voie d'air nasal, vu que ça fait quand même pas mal d'effets indésirables auparavant quand ils étaient les seuls utilisés dans le traitement de la migraine. Bon, ça vient du Segel. Ils ont une action agoniste partielle sur le récepteur alpha adrénergique et puis aussi sur le récepteur de la sérotonine. Sont contre-indiqués, il y a des interactions communes avec les autres médicaments et puis il y a ce problème d'ergotisme. C'est ce qui a été rapporté quand les produits étaient utilisés par voie générale. C'est un petit peu difficile leur utilisation parce que les effets indésirables limitent leur prescription chez les personnes à risque, que ce soit au niveau cardiovasculaire, au niveau insuffisance hépatique ou rénale. Ça peut exposer à un risque céphalé par abus de traitement de ces médicaments. Et donc, ils sont réservés aux patients dont le nombre de crises par mois est relativement faible, à l'inverse des autres produits qui sont largement utilisés pour les gens qui ont des crises plus ou moins importantes. Et donc, ce qui est disponible comme médicament aujourd'hui, c'est le tartrate d'ergotamine et la D-ergotamine en pulvérisation nasale. Leur mécanisme d'action, donc c'est un agoniste partiel au niveau des récepteurs adrénergiques alpha. Cette action, c'est vrai que ça n'explique pas sans doute pas l'effet sur la crise migraineuse, mais au moins rend compte d'une partie des effets indésirables et des précautions qu'il faut prendre avec ces types de médicaments. Et là aussi, il n'y a pas qu'une activité au niveau alpha-énergique, même les récepteurs de la sérotonine 1B, 1D sont plus ou moins visés, ce qui ressemble un petit peu à l'action des triptans, ce qui suppose quand même que cette action sous-tend leur efficacité dans la crise de la migraine. Et puis il y a même une action au niveau des récepteurs dopaminergiques en plus, ce qui explique ces effets émétisants qui sont communs à tous les dérivés ergot de Segel. À forte dose, les dérivés se comportent comme des antagonistes des récepteurs, donc aussi bien adrénergiques, sérotoninergiques que dopamine. Ça, quand on augmente les doses, c'est pour ça que donc il y a ces 3 types de récepteurs qui sont plus ou moins. Bon, il y a quelques situations à risque, mais ce qui est important à connaître avec les ergots de Segel, c'est que on ne peut pas les associer aux produits qui sont des inhibiteurs enzymatiques de la cytochrome P450, puisque ça augmente le risque d'ergotisme. Avec l'ergotisme, c'est surtout une nécrose des extrémités, tout simplement par inhibition du métabolisme hépatique. La plus connue parmi les contre-indications d'association, ce sont les macrolides, cette famille d'antibiotiques.
qu'il ne faut surtout pas associer avec les dérivés de l'orgue de Segre, puisque ça donne des effets relativement, des fois mortels. Alors pour conclure, ben oui, ça, on parle toujours de ça parce que c'est quand même de la douleur, donc ça fait partie du traitement de la douleur. Et la migraine, c'est une maladie qui est multiple causes. Chaque patient est un cas vraiment unique qui a besoin d'un traitement personnalisé. Il faudra parfois essayer plusieurs traitements pour trouver le plus adapté à ce malade, sans oublier quelques conseils qui doivent être prodigués en cas de crise, qui n'ont rien à voir avec le traitement pharmacologique lui-même. C'est de s'allonger dans une pièce sombre et calme, mettre une compresse froide sur son front, se masser le cuir chevelu et exercer une pression sur les tempes. Ça peut aider en attendant d'utiliser le traitement adéquat. Fin de la présentation. Merci de votre attention.